Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers confrères dans la deuxième partie du cours de la typhoïde, toujours dans le module d'infectiologie. On avait vu la fois passée l'épidémio, le pouvoir pathogène de la typhoïde ou bien de la fièvre typhoïde. On a parlé des septénaires, des manifestations cliniques, des complications. Maintenant, dans cette partie, on va entamer le diagnostic et le traitement. Comme d'habitude, les liens sont toujours disponibles. Le support de ces diapos ou bien des cours, ils sont disponibles dans la description. N'oubliez pas d'abonner, de laisser vos commentaires, laissez vos questions et on commence. Premièrement, le diagnostic. Comment on doit faire le diagnostic positif? C'est premièrement l'enquête et les arguments épidémiologiques. Ça, c'est une étape à ne pas négliger. Les arguments épidémiologiques nous fait craindre ou bien penser vers la fièvre typhoïde. C'est la notion de séjour dans une zone endémique, dans une zone d'épidémie de la typhoïde et les notions de cas similaires. Toujours en infectiologie, il existe un rôle très important ou bien de l'anamnèse. L'anamnèse ou bien l'interrogatoire doit être minutieux. On doit compter la notion de séjour dans des zones endémiques, la zone d'épidémie et les notions de cas similaires. Pourquoi? Pour traiter, pour le dépistage, pour limiter la dissémination de la maladie. C'est très, très nécessaire. Un médecin doit faire son anamnèse ou bien son investigation policière afin d'attirer toutes les informations concernant l'épidémie ou bien la maladie qui est en train de traiter. Donc, c'était une indication ou bien un rappel pour le rôle de l'anamnèse dans le diagnostic des maladies, dans toutes les maladies, c'est pas dans l'infectiologie, mais surtout en infectiologie. Là, on est en train de parler de maladies à déclaration obligatoire, des maladies très contagieuses, des maladies qui posent un problème de santé publique. Après ça, les arguments cliniques, on a parlé de ça, c'est la fièvre progressive. Si on est en premier septénaire, là, on est en train de récapituler. Si la fièvre, elle est progressive, ascension d'un degré le soir et diminution d'un degré le matin, ça c'est le premier septénaire, ou bien elle peut être une fièvre en plateau, 39 à 40 degrés, ça c'est juste, on est dans le deuxième septénaire, c'est le deuxième septénaire de la typhoïde. Deuxièmement, je vous ai dit que c'est une notion très importante, c'est la dissociation pour température. C'est un argument clinique très utile. Troisièmement, la fosse iliaque gargouillante avec la splénomégalie. On n'oublie pas la fameuse tache rosée lenticulaire, le typhus avec les signes cérébrales, la cérébellite et l'épistaxis qui est évident dans le premier septénaire. Donc tous ces arguments cliniques vont orienter le diagnostic vers la fièvre typhoïde. Maintenant, les arguments biologiques. Sur l'énumération de formules sanguines, on va voir une leuconeutropénie. Donc, les leucocytes, un taux diminué de leucocytes avec une neutropénie. Ce sont les PN1 qui sont très diminués. Mais notez bien une hyperleucocytose dans un terrain de typhoïde, c'est un indicateur de complication. Donc, on note de la leuconeutropénie, notez ça en tête, mais une hyperleucocytose va indiquer de la complication. C'est entre parenthèses, donc c'est à craindre en cas de complication. Maintenant, la vitesse de sédimentation, elle est peu élevée. Elle n'est pas notablement élevée. C'est pas le cas d'une inflammation grave. Et troisièmement, on va voir de la cytolyse hépatique qui est modérée avec une augmentation de LDH. Donc, rien n'est pathognomonique là dans les arguments biologiques. Notez là leuconeutropénie, notez l'hyperleucocytose qui témoigne de complications et parfois le cytolyse hépatique qui va faire augmenter le taux d'LDH.
Maintenant, les arguments bactériologiques. Ce sont les critères de certitude. Là, on va voir le diagnostic de certitude. Il est bactériologique. Notez ça bien. C'est l'isolement de la bactérie qui est responsable. C'est par la culture, classiquement dans le sang. Donc, la salmonelle typhus sont cultivées dans le sang. Ou dans la maladie, lorsqu'on est dans, là, on est en train de parler de l'hémoculture. Et lorsque le diagnostic est après une semaine, ils sont retrouvés dans les selles, on est en train de parler de coproculture. Donc, je répète, le diagnostic de certitude de la fièvre typhoïde, c'est bactériologique, soit par l'hémoculture qui est là, ça si c'est tôt, ou bien par la coproculture si c'est après une semaine. Donc, les deux sont des diagnostics de certitude. C'est de l'hémoculture et de la coproculture. Gardez ça en tête, c'est une question très fréquente au niveau d'examen. Les diagnostics de certitude, les deux les plus fidèles, c'est l'hémoculture et la coproculture. Commençons par l'hémoculture. C'est un signe ou bien de diagnostic, bien sûr, de certitude. La positivité, elle est plus fréquente dans les deux premiers septénaires, mais elle va diminuer par la suite. Pourquoi? C'est l'émission ou bien l'élimination de la fièvre du bacille de salmonelle dans les selles. Donc, elle est très positive dans le premier et le deuxième septénaire. C'est un diagnostic de certitude. Une hémoculture positive de bacille gram négative de salmonelle typhi vont poser le diagnostic de la fièvre typhoïde qui est une urgence. Donc, cette hémoculture, elle est positive à 90% dans le premier septénaire, 75% dans le deuxième septénaire, et vous voyez qu'elle diminue 40%, 10% dans les deux, troisième et le quatrième septénaire. Donc, l'hémoculture, elle est très fidèle dans les deux premiers septénaires. Notez ça bien en tête. L'hémoculture, c'est un diagnostic de certitude avec une positivité très élevée dans le premier et le deuxième septénaire. Ça, c'est à retenir. Maintenant, concernant la coproculture, c'est bien sûr, c'est l'élimination de la salmonelle qui est intermittente. La coproculture doit être répétée. Elle peut rester positive après le traitement, signant d'un portage. Gardez ça en tête, un portage biliaire ou intestinal. Là, on est en train de chronicité. Je répète, la coproculture, c'est l'élimination de la salmonelle. Elle peut rester positive, même après la guérison qui va témoigner d'un portage sain ou c'est un portage biliaire et intestinal. Donc, si on vous pose la question, un patient traité par traitement anti-fièvre typhoïde et il reste, après ça, il a une remanifestation, si on peut dire. Là, on est en train de portage. Ce patient-là a eu un portage biliaire ou bien intestinal de salmonelle et ça a donné le passage de la chronicité de la fièvre typhoïde. Donc, notez la notion du portage sain qui est biliaire ou intestinal. Ça, c'est une notion importante. Ça peut être posé en examen. En revanche, en fin de traitement, elle est un bon moyen d'assurer que le malade n'est pas devenu porteur chronique. Donc, une coproculture négative témoigne de la guérison. Là, heureusement, on a échappé la chronicité et c'est un bon indicateur de guérison. La culture d'urine et le prélèvement de moelle osseuse sont également possibles, mais les deux fidèles, c'est garder l'hémoculture et de la coproculture. Donc, tous ces diagnostics-là sont des diagnostics de certitude qui peuvent nous donner le diagnostic positif de la fièvre typhoïde. Troisièmement, il existe un diagnostic sérologique, mais malheureusement, il est non recommandé vu son valeur qui est peu de valeur diagnostique. C'est le sérodiagnostic de Vidal et Félix. C'est de la sérologie. Ça, c'est de l'agglutinin
qui apparaissent à partir du huitième jour. On avait parlé de antigène H, d'antigène O, d'antigène V. Là, l'antigène O, il va apparaître au huitième jour. Il va s'élever rapidement et se décroise vers le 30e jour et disparaître entre 2 et 3 mois. Ça, c'est concernant l'antigène H, l'antigène O plutôt. Deuxièmement, l'antigène H, il est détachable à partir du deuxième jour. Il s'élève rapidement et décroisse lentement pendant des années. Donc, ces deux antigènes O et antigène H peuvent être détectés par la sérologie ou bien le sérodiagnostic de Vidal et Félix qui témoignait d'infection par la salmonelle typhique. Maintenant, la sérologie est dite positive si la glutamine anti-O est supérieure à 1 sur 100 et l'antigénémie H est supérieur à 1 sur 200. Donc le troisième diagnostic peut être sérologique, c'est la sérologie de Vidal et Félix, mais elle n'est pas recommandée vu de son pauvreté dans la valeur diagnostique. Passons maintenant au diagnostic différentiel. La fièvre typhoïde a un diagnostic différentiel avec le paludisme. Il existe du fièvre, la rickettsiose, la leptospirose, on va voir dans les infections virales. La shigellose aussi, c'est viral, c'est la diarrhée, c'est la shigella. Plutôt, c'est bactérien, c'est la shigella. La méningite, l'encéphalite, l'endocardite, la brucellose, ou bien la fièvre de Malte, la fameuse grippe et le mononucléose infectieuse. Bien la mononucléose infectieuse. Tout ça, ce sont des diagnostics différentiels, mais avec un bon interrogatoire, une enquête policière, une anamnèse, avec prudence et intelligence, le diagnostic peut être posé à l'aide des signes cliniques et on n'oublie pas les arguments bactériologiques. Passons maintenant au dernier titre, c'est le traitement. Comment traiter un patient de la fièvre typhoïde? On a plusieurs modalités de traitement. On a le traitement curatif et le traitement antibiotique ou bien prophylactique. Maintenant, ce traitement curatif, il va reposer sur l'antibiothérapie. Là, on est en train de parler de Finicolet, qui sont réservés en Algérie spécifiquement à la fièvre typhoïde. C'est pour cela qu'on a un taux de guérison ou bien une efficacité, heureusement. Les Finicolés sont réservés aux fièvres typhoïdes. Ils ont une bonne activité, une bonne diffusion lymphatique et biliaire. Mais malheureusement, ils ont une toxicité hématopoïétique. Donc, ils sont contre-indiqués chez la femme enceinte et le nouveau-né. La première modalité, c'est les Finicolés. On peut utiliser de la pénicilline A. Là, on est en train de parler de la lamoxiline, qui est mieux absorbée au niveau intestinal que l'ampicilline. Mais toujours dans le cas de bêta-lactamine, on a le risque de l'allergie au bêta-lactamine. On peut passer à le sulfométhoxazole avec le trimethoprim. C'est le Bactrim qui possède une bonne activité, mais la toxicité est la toxidermie, l'anémie par le déficit en folate. Donc, il est aussi contre-indiqué dans la grossesse. On peut utiliser aussi le céphalosporine de troisième génération. Ça, c'est le Rosifine, mais sont contre-indiqués en cas d'allergie aux céphalosporines. On peut utiliser même les quinolones. Ce sont les fluoroquinolones. Là, on est en train de parler de l'ofloxacine, pefloxacine, ciprofloxacine, qui ont une très bonne activité. Toujours, ils sont contre-indiqués chez l'enfant de moins de 15 ans et bien sûr de la grossesse. Ce sont des antibiotiques très efficaces, mais avec une toxicité élevée. On peut utiliser de l'azithromycine, ce sont les macrolides en cas d'allergie, bien sûr, aux
bêta-lactamine ou céphalosporine à dose de 250 à 500 mg pendant 5 jours si on a l'allergie au bêta-lactamine. Donc, si on répète, les modalités de traitement, c'est large. Sont les phénicolés, bien sûr, le chloramphénicol qui est réservé en Algérie pour la fièvre typhoïde, l'ampicilline, on a le Bactrim, les céphalosporines de troisième génération, l'exemple là c'est le Rosefin, les fluoroquinolones avec ces trois modalités, l'ofloxacine, pefloxacine et ciprofloxacine. Et on n'oublie pas l'azithromycine, ce sont des macrolides en cas d'allergie au bêta-lactamine. Maintenant, on a noté ou bien on a observé des résistances au chloramphénicol et le cotrimoxazole et l'amoxicilline et même au fluoroquinolone, surtout en Inde et en Asie et Sud-Est. Malheureusement, c'est la mal-utilisation des antibiotiques qui va mener à le phénomène de la résistance. Donc, dans ces pays-là, la fièvre typhoïde, elle pose un problème de santé majeur, pire et pire, parce que l'existence de la résistance aux antibiotiques qui pose un problème majeur. Donc, heureusement, on n'a pas ce problème en Algérie. Donc, le traitement ou bien les phénicolés sont très efficaces avec les fluoroquinolones contre la fièvre typhoïde en Algérie. La conduite au traitement, c'est le repos au lit avec une alimentation liquide. On utilise l'antibiothérapie. En première intention, le Bactrim, sulfométhoxazole et trimethoprim pendant 15 jours. Ça, c'est en première intention. On a les alternatives, comme je vous ai dit, c'est l'amoxicilline, le théamphénicol, les produits phénicolés, le ceftriaxone, ce sont les céphalosporines de troisième génération. Dans les pays développés, ils ont le recueil au fluoroquinolone, c'est l'ofloxacine et la pifloxacine, la ciprofloxacine, mais ils sont contre-indiqués en grossesse. Là, dans la grossesse, on va utiliser juste la rosifine pendant 5 jours avec une dose de 75 mg par kilogramme par jour. La deuxième modalité de traitement, c'est la corticothérapie. Dans certaines complications toxiniques, là c'est de l'encéphalite et la cérébrite, la myocardite, on peut utiliser le prednisone pour limiter la réaction inflammatoire, limiter les dégâts. On peut utiliser de la corticothérapie, le prednisone à dose d'1 mg par kilogramme par jour avec les adjuvants. Là, l'adjuvant, on est en train de parler de l'atropine en cas de bradycardie et bloc auriculo-ventriculaire. L'atropine est indiquée. Les gros molécules en cas de collapsus cardiovasculaire. Le remplissage à gros molécules avec l'hypovolémie et la transfusion si l'hémorragie elle est intestinale. Si on est en train de traiter une hémorragie digestive, la transfusion là, elle est indiquée. Plus le traitement chirurgical des complications s'il y a une perforation, comme on avait parlé dans la première partie. Là, c'est l'indication chirurgicale. On doit intervenir pour limiter ou bien suturer la perforation et restaurer la fonction intestinale. C'était les modalités de traitement. J'espère que les notions sont gardées en tête. Le diagnostic est très important. Le traitement aussi est très important. Surtout le traitement de complications. Devant des urgences, on doit acter rapidement. Et la fièvre typhoïde est l'une de ces urgences. Maintenant, en dernière place, la prévention. Le meilleur traitement est la prévention toujours. Comme toute maladie à transmission hydrique, la prévention, c'est l'hygiène. Hygiène des os, hygiène des mains, la vaccination.
bonne hygiène de vie, pour contrôler l'épidémiologie. Là, on est en train de parler de la déclaration obligatoire. Premièrement, comme je vous ai dit, c'est une maladie à déclaration obligatoire. Deuxièmement, l'isolement du patient jusqu'au deuxième coproculture négative. L'hygiène, c'est à améliorer la qualité des eaux potables, entretien du réseau, des égouts, les stations d'épuration, l'hygiène alimentaire. Tout ça sont critères d'hygiène pour lutter contre la fièvre typhoïde. Maintenant, s'il y a une épidémie, la notion de vaccination, surtout dans les populations spécialement exposées, c'est les militaires, les professionnels hospitaliers, donc tous ces personnes qui sont, ou bien ces personnels qui sont exposés à la salmonellose, la vaccination, elle est indiquée. Il existe plusieurs modalités de vaccin. On a un vaccin atténué oral et un vaccin parentéral. Et le TIFI, le TIFIM VI. Ils ont des efficacités sur la maladie, mais le premier vaccin nécessite un rappel tous les 5 ans. Le deuxième nécessite un rappel tous les 10 ans, 2 ans, et il a une efficacité autour de 70% après 1 à 2 ans après l'injection. Donc le vaccin ne nous donne pas une immunité totale contre la maladie. Donc c'est reste à nécessité de faire des rappels et on n'oublie pas l'hygiène et la prévention. C'est toujours la meilleure méthode de traitement, c'est la prévention. Maintenant, en 2017, l'OMS a présélectionné le premier vaccin conjugué qui a donné une immunité plus longue durée par rapport au vaccin précédent et les doses peuvent être administrées à partir de l'âge de 6 mois. Donc, ce vaccin, il sera destiné en priorité, bien sûr, aux pays les plus touchés par la fièvre typhoïde et qui va contribuer à réduire l'utilisation d'antibiotiques et ainsi ralentir la progression de la résistance de bacilles à salmonelle typhique. Toujours la résistance aux antibiotiques, elle pose un problème de santé publique et on a un cours dirigé contre cette résistance-là. Maintenant, en dernier lieu, les conclusions avec des points forts à retenir. La salmonella typhi est une infection systémique, c'est une bactérémie, c'est une toxi-infection. Toujours penser à la fièvre typhoïde en cas de fièvre inexpliquée qui dépasse une semaine. Donc si on dépasse un septénaire, là on fait craindre de la fièvre typhoïde, surtout comme je vous ai dit, si le terrain ou bien le contagion, la mortalité elle est faible avec une antibiothérapie adéquate, mais les formes compliquées sont très hautes. C'est 10 à 50% des cas qui vont se compliquer avec des complications graves. C'est cardiaque, neurologique et intestinal. Gardez en tête que le diagnostic, c'est l'hémoculture, c'est la coproculture et la sérologie, mais elle est moins sensible. Et la coproculture, elle a un intérêt s'il y a d'un porteur chronique ou bien pour confirmer la guérison. Les principales complications sont l'hémorragie intestinale, la perforation et l'encéphalite typhique, c'est le typhus. Les traitements, il existe plusieurs modalités. L'ampicilline, l'amoxicilline, le Bactrim qui est utilisé en première intention, le chloramphénicol qui est réservé à la fièvre typhoïde dans l'Algérie, les quinolones et les fluoroquinolones, les céphalosporines de troisième génération, c'est le céfotaxime. Les formes graves nécessitent une voie intraveineuse et dexaméthasone. Le traitement des complications est spécifique. Donc, on va lutter contre l'inflammation, on doit lutter contre
les complications. On doit même s'aider à la chirurgie si le cas indique. On doit intervenir entre les complications de la fièvre typhoïde qui sont très fréquentes. Ça, c'était le cours de la fièvre typhoïde. J'espère que tous les points forts sont notés. J'espère que la vidéo était claire. N'oubliez pas d'abonner pour recevoir les prochaines vidéos concernant tous les modules. Je vous dis merci pour votre attention et je vous rencontrerai prochainement, Inch'Allah, et bon courage.